Europe 1. Europe 1, 10h, 11h. Mediapolis. Olivier Duhamel. Bonjour à tous, oui c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique. Et aujourd'hui, Médias, politique et justice, réalisé par Jean-Luc Arblade et préparé par Capucine Patouillet. Avec nous, Maurice Safran, éditorialiste politique, et Émilie Zapalski, conseil en stratégie d'entreprise. Et on commence avec Canteloup. Richard Ferrand, qui est donc mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Bonjour Richard Ferrand. Écoutez, ça commence à faire avec cette affaire. Madame Julie, Monsieur Béliard, écoutez, tout le monde s'excite, je remarque, sur cette mise en examen. Mais n'exagérons rien. Ce n'est qu'une petite mise en examen standard. Tous les hommes politiques dignes de ce nom en ont une. C'est quelque chose de très, mais écoutez, c'est quelque chose de très classique dans le monde politique. Si vous êtes pointu en politique, ce que vous prétendez être, pourtant, apparemment, c'est que le cas classique. En plus, pourquoi? Pour à peine 500 000 euros. Hein. Tout le monde, ben oui, ce sont des boutiques, tout le monde assure ça sur son compte en banque, hein, de se rendre compte du dérisoire. Écoutez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Tout le monde se rend compte du dérisoire de cette affaire des mutuelles de Bretagne. Les mutuelles de Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont un max de ronds, vive les Bretons. C'était donc Nicolas Canteloup ce jeudi sur Europe 1. À la fois, c'est très drôle et, comme chacun sait, j'adore Canteloup. Et en même temps, c'est terrible pour les personnes caricaturées parce que c'est presque pire qu'un article critique, non, Maurice Safran? Oh bah c'est bien pire. Sur Ferrand, toute la semaine, on a expliqué la complexité du dossier, le rôle d'Anticor, le fait qu'il resterait sans doute parce que soutenu par... Bon, la presse sur Ferrand, c'est intéressant d'ailleurs, la presse était plutôt modérée cette semaine sur Ferrand. Autant il y a eu une campagne d'une violence extraordinaire, on peut en parler après, savoir si c'est bien ou pas bien, sur le cas de François de Rugy, autant ça a été avec Ferrand ultra modéré. Ultra modéré. Et effectivement, Canteloup, tout d'un coup, cogne beaucoup plus fort que les journalistes politiques. Émilie Zapalski? Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la réaction du gouvernement et de tous les députés qui le soutiennent. Parce que, comme vous dites, les médias en font peu. Mais alors là, pour le coup, les politiques en font beaucoup. Les politiques en font beaucoup, même quitte à prendre des risques. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu risqué parce que l'affaire, bon, elle n'est pas terminée, elle est réouverte là. On va voir ce que ça va donner. Et là, contrairement à François de Rugy, énormément de soutien, on le garde à son poste, on le soutient. C'est une stratégie très marquée, très poussée, à mon avis un peu risquée, et qui fait écho à ces histoires de François de Rugy. Écoutez Sibeth Diaye sur Europe 1 jeudi. Manifestement, il y a des personnalités qui appartiennent à la majorité. Je pense à Richard Ferrand, à Marielle de Sarnez, à François Bayrou. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une société dans laquelle, dès que vous avez vaguement maille à partir avec la justice, dès que vous êtes impliqué dans une procédure, on vous cloue au pilori. On vous cloue au pilori. Alors, ça pose un vrai problème, en effet, que d'ailleurs depuis longtemps j'évoque ici à Mediapolis, qui est maintenant le dédoublement des procès. C'est-à-dire que tout procès judiciaire est précédé par un procès médiatique. Et que si vous êtes mal parti dans le procès médiatique, c'est pas bon. Maintenant, est-ce que cet exemple de la mise en examen de Richard Ferrand, donc pilier de la République En Marche, très proche d'Emmanuel Macron, président de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État, n'est pas la preuve de l'indépendance de la justice? Alors, il y en a un qui pense que la justice n'est vraiment pas indépendante. Écoutez-le, c'est Mélenchon. Dans les inculpations qui sont faites contre moi, il y a de la prison possible, des amendes mortelles et la possibilité de me déclarer inéligible. Tout ça est dans le code, donc c'est possible. Je ne sais pas quelle sera la conclusion, ni à quel point peut aller le procès politique, mais ce qui est certain, c'est que la méthode est la même. Mêmes incriminations sans preuve, même procédure hasardeuse, même violation des droits de la défense, puisqu'on essaye de nous salir, que ceux qui veulent nous salir soient eux-mêmes touchés. Ça, c'est la leçon que nous donne Lula. Résister tout le temps. Et je dois vous dire que c'est une grande leçon humaine et politique. C'était donc Marino Daccia pour Europe 1 vendredi. J'ai l'impression que, comme il fut un temps où les parquets recevaient des instructions individuelles du ministère de la Justice dans les affaires importantes et particulièrement politiques, comme il fut un temps assez lointain, il faut bien le dire, mais un temps réel dans lequel certaines affaires étaient soigneusement enterrées,
s'est inscrit durablement dans la tête des gens, renforcé par le complotisme de l'époque, que derrière ces procès, derrière le procès Balkany, on va y venir, derrière le procès Mélenchon, derrière Jean-Marie Le Pen, mis en examen hier, il y a ce soupçon d'une justice dépendante du pouvoir politique, alors qu'il me semble que rien n'est plus faux. Comment est-ce qu'on explique cette persistance, Maurice Safran ? Oui, mais c'est la persistance, on va y venir, mais c'est précisément pour ça que Ferrand ennuie profondément Mélenchon. Hier, Mélenchon a passé sa journée, ses interviews, à expliquer qu'il ne voulait surtout pas parler de Ferrand, qu'il n'avait rien à dire sur Ferrand. Précisément, parce que tout d'un coup, tant que c'est Jean-Marie Le Pen, tant que c'est la droite, tant que c'est le PS, pas de problème, on peut marcher dans l'idée que c'est un complot du gouvernement et que les juges sont sous les ordres, ou que le parquet est sous les ordres de la ministre de la Justice. Mais Ferrand, le plus proche du président de la République, reconnu par tous les députés comme un formidable président de l'Assemblée nationale, là, tout d'un coup, il y a un piège. Donc, mais effectivement, il y a cette idée ancrée chez les Français que le pouvoir politique contrôle la justice. Ce qui n'a pas l'air si vrai dans les derniers mois. Non, mais c'est pas que ça n'a pas l'air si vrai, c'est que c'est complètement faux. Oui. Premièrement, il est illégal, il est interdit par la loi, depuis une loi Taubira, il est interdit par la loi au ministère de la Justice et à la garde des Sceaux en l'espèce de donner des instructions individuelles. Deuxièmement, nous vivons dans un monde dans lequel, si cette règle n'était pas respectée, on le saurait, mais dans les 24 heures. Donc, fondamentalement, ça n'a pas de sens de parler d'une soumission des juges au pouvoir politique. Alors moi, je suis ministre de la Justice, donc je suis Nicole Belloubet. Je dois faire comprendre aux Français que ça n'existe pas, les pressions. Et vous, vous êtes ma conseillère en communication, et Émilie Zapalski, comment je fais ? Pour la ministre ? Oui. Ah bon, moi je pense que c'est relativement, c'est l'objectivité, comme vous dites. Hein, c'est simplement l'objectivité. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il y a quand même beaucoup de mises en examen. Hein. Vous avez parlé de Le Pen. Il y a le MoDem qui est en train de se dépatouiller avec les emplois fictifs. Il y a Jean-Luc Mélenchon. Il y a Richard Ferrand. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la revanche de la population. C'est la revanche du peuple vis-à-vis de ces politiques qui sont inatteignables justement par la justice. Il y a une espèce de renversement. Alors, c'est pas du tout ce que je plaiderais pour Nicole Belloubet. Hein. Je pense qu'elle est droite dans ses bottes dans ses affaires. Pas dit, il y a une espèce de renversement. Non, je pense qu'il y a en effet une distinction des tâches et des responsabilités. Moi, je m'attaquerai plus sur, vous voyez, plus sur la stratégie de communication. En tout cas, je serais plus critique sur la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on a l'impression. Attendez, revanche du peuple ou revanche des juges? Oui, mais on y vient dans quelques instants, parce que nous avons quelques impératifs pour survivre. Europe 1, Mediapolis. Jusqu'à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel avec Mediapolis. Olivier qui est entouré ce samedi par Maurice Safran, éditorialiste politique, et Émilie Zapalski, conseil en stratégie d'entreprise. Et Émilie Zapalski parlait il y a quelques instants de la revanche du peuple, et moi je dis de la revanche des juges. Nous sommes dans une société qui est encore libre. La discussion, la contradiction est souhaitable, même si ça plaît pas au peuple de Levallois, mais si ça plaît au peuple de France que M. Balkany soit en prison, même si ça plaît que M. Ferrand soit mis en cause, que M. Le Pen soit mis en cause, que M. Bayrou soit mis en cause, tout ça mérite quand même examen critique. D'abord, sur les parlementaires européens, il se trouve que je sais vaguement de quoi je parle, c'est assez contestable que la justice s'immisce dans les relations entre un parlementaire et ses assistants. Parce qu'un assistant, évidemment, sauf si l'assistant s'occupait de venir faire le ménage ou des activités strictement privées, mais sinon les activités politiques qu'il exerce dans son pays, qu'il les exerce à Bruxelles, qu'il exerce pour le parti, pour le Parlement, tout ça est quand même très 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 proche, et c'est quand même chercher des poux dans la tête. Mais plus profondément sur Balkany, il y a vraiment deux conceptions de comment on doit traiter les hommes politiques. Il y a la conception défendue par son avocat, Dupond-Moretti, ni mieux ni moins bien que n'importe quel justiciable. Pas au-dessus des lois, pas en dessous des lois, a-t-il dit. Et puis il y a l'autre conception, qui est celle qu'a retenue le tribunal finalement, qui est on doit traiter plus sévèrement un homme politique. Parce qu'un homme politique est un élu, un responsable, et donc quand dans la décision il parle de déchirure du pacte républicain, il parle des personnes choisies par le suffrage universel, il justifie une condamnation dure par le fait que c'est un politique. Plus dur que si c'était un citoyen lambda qui avait fraudé le fisc. Vous êtes sur quelle conception, Émilie Zapalski ? Vous êtes pour
égalité devant la loi et devant la justice, ni mieux ni moins bien. Vous êtes, ah ben non, ils doivent être exemplaires, donc on les traite plus durement. Alors, moi, je pense qu'il faut une égalité de traitement, ça c'est normal. Mais simplement, là, on est face à un personnage, c'est pas n'importe qui. Et j'allais dire, c'est pas n'importe qui Balkany, et même le couple Balkany, et c'est pas n'importe qui l'avocat non plus. Et tous les deux, enfin tous les trois, donc vous me le dites trio... une chose et son contraire. Hein. Vous me dites qu'il faut les traiter normalement, mais comme ils sont pas n'importe qui, on les traite Non, spécialement. je dirais que je pense que au niveau de l'image, ça a créé un événement. C'est un véritable feuilleton, c'est un véritable... D'ailleurs, c'est vraiment deux acteurs, quoi. Et je pense que ça crée des conditions qui font qu'on ne va pas les traiter de la même manière que les autres. On a quand même ce couple qui se tient, qui se serre les coudes depuis des années, qui amasse quand même de l'argent. On a ce Balkany qui arrive, je ne sais pas si vous avez vu les images, il arrive à son procès souriant, confiant. Oui, ça c'était ce que disait Souleymane Rivière dans l'émission précédente. Il l'a un peu cherché par la provoque permanente. Plébiscité évidemment par les habitants de Levallois parce qu'ils ont profité de conditions quand même d'infrastructures terriblement bonnes avec beaucoup d'endettement. Il y a cet avocat qui quand même, c'est quand même la star des avocats hein, qu'on a déjà vu dans des films. Donc il y a tout ce phénomène qui crée des conditions qui ne sont pas les mêmes que pour un autre procès. Quoi qu'il arrive. Sauf qu'on a eu alors tout le monde, 100%, si vous interrogez Olivier, 100 personnes, 100% à vous dire qu'ils sont pour l'égalité de traitement. Personne ne va oser dire clairement c'est un élu, c'est un politique, donc il faut qu'il morfe plus que les autres. Oh non, si, il y en a. Mais on a le contre-exemple. C'est le procès tapis. En réalité, c'est le pouvoir de la justice qui est. C'est pas le gouvernement, c'est pas les journalistes, c'est pas l'opinion publique, c'est les juges et la justice. Vous auriez pu dire exactement la même chose pour le procès tapis. Un procès qui dure depuis 30 ans, une grande gueule, des avocats stars, etc. Et ça s'est pas joué du tout comme ça. Il s'est passé l'inverse. Donc effectivement, on se rend compte que effectivement, dans ce procès-là, ce qui est extraordinaire dans les attendus du jugement d'hier, c'est qu'il nous dit très clairement, il payera plus cher que les autres parce que c'est un élu. Et moi, je crois que c'est la première fois que c'est dit de façon aussi explicite. Mais c'est quoi l'égalité de traitement? C'est quoi le problème? C'est le mandat de dépôt? C'est simplement ça? Parce est-ce qu'il va payer plus cher 4 ans? Non, Est-ce que c'est très cher? C'est le mandat de dépôt qui est en question. Évidemment. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec vous parce que justement, le procès tapis, moi, je pense qu'il y a égalité de traitement, mais en termes d'image, c'était pas du tout la même chose. Je suis d'accord avec vous. C'est absolument pas la même chose. Ils ont été beaucoup plus intelligents. On est quand même sur. Moi, je reprends. Je suis désolé, Balkany. Être en train de souffrir d'un cancer pendant son procès que de la ramener. C'est un positionnement en termes d'image qui a été choisi, qui a été assumé par Balkany. Vous avez raison. En effet, Bernard Tapie n'a pas du tout choisi ça. Il s'est défendu comme il pouvait. Sur le fond, il souffre, vraiment. Il est malade. Il en a pas joué non plus beaucoup. Et il a été très défensif. Il a rebondi. Je pense que les deux images sont pas du tout pareilles et je pense que le peuple a en effet besoin de symboles et le mandat de dépôt, ça a été ce symbole-là contre cette image Alors je conseille aux hommes et aux femmes politiques qui nous écoutent et qui ont quelques soucis éventuels avec la justice de ne pas seulement prendre un avocat, mais également Émilie Zapalski en conseil parce que ça fait partie de ce qui fera qu'ils en prendront un max ou un petit peu moins. Allez, on développe ça dans quelques instants. Europe 1, Mediapolis. Comme chaque samedi, on vous retrouve Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et ce matin, Olivier, vous recevez l'éditorialiste politique Maurice Safran et Émilie Zapalski, conseil en stratégie d'entreprise. Alors Justine, on disait il y a quelques instants, il y a deux positions, deux thèses possibles quand on juge un homme politique dans une affaire, ni plus ni moins que pour les autres, plus sévère parce qu'il doit être exemplaire. Eh bien, on retrouve un problème analogue d'un dilemme quand un homme politique d'importance, ou une femme politique, en l'espèce un homme, est mis en examen. Vous avez depuis Pierre Bérégovoy, 1992 de mémoire, ce qu'on appelle la jurisprudence Bérégovoy, un ministre mis en examen, et on l'applique, un ministre, on dirait donc a fortiori un président de l'Assemblée nationale, 4e personne de l'État, doit démissionner. Et puis vous avez la thèse contraire, que je défends par exemple, qui est, c'est pas pour rien qu'on a changé le mot inculpé par mis en examen. Mis en examen, c'est pour accéder au dossier, c'est en rien une présomption de culpabilité. Première raison pour ne pas démissionner. Et deuxième raison, les ministres sont responsables devant le Premier ministre et le Président de la République. Le Président de l'Assemblée, il est équivalent responsable devant ses élus. Aucun n'est responsable devant les juges. On ne peut pas donner aux juges le pouvoir de révoquer, parce que ça revient à ça. Thèse 1, il doit démissionner. Thèse 2, il ne doit pas démissionner. Et donc, je vais vous demander, Émilie Zapalski puis Maurice Safran, de me répondre
premièrement, est-ce que vous pensez qu'il devrait démissionner ou pas ? Et deuxièmement, si vous étiez Richard Ferrand, est-ce que vous démissionneriez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est Richard Ferrand qui a déjà démissionné de son poste de ministre de la Cohésion des Territoires pour la même affaire. Il y a quelque temps, il est resté très peu de temps. Et là, président de l'Assemblée, la même affaire qui lui retombe dessus, il reste en poste. Alors, je suis d'accord que la jurisprudence, elle est valable pour le moment que sur les ministres. On n'a pas questionné l'idée qu'un parlementaire ou qu'un président de l'Assemblée nationale, qui est quand même le 4e homme de l'État, puisse démissionner s'il est mis en examen. Mais moi, je pense c'est le moment de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement dans cette République. Bien, c'est la question que je vous avais posée. Mais est-ce que c'est pas le moment de me répondre aussi ? Oui, mais moi, je pense qu'il y a un moment, la crédibilité, elle est en jeu. C'est-à-dire quand il vient au perchoir avec cette histoire-là, d'ailleurs, il s'est absenté le lendemain, ou je ne sais pas exactement quand, parce que justement, il est dans ses affaires. Quelle crédibilité on a à poursuivre son activité ? Moi, je pense qu'il y a une mise en recul au minimum. Et vous démissionneriez à sa place ? Il a déjà démissionné de poste de ministre pour la même affaire. D'accord. Maurice Safran ? Moi, je pense qu'on est rentré dans un système de dingue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Anticor déposera une plainte, ça va devenir quasi systématique. Le juge prononcera la mise en examen derrière. On est rentré on pourra faire tomber quasiment n'importe quel ministre, n'importe quel président de l'Assemblée, etc. C'est un système... Donc il ne doit pas démissionner. C'est inarrêtable, sans doute. Ils sont très intelligents, mes invités. Alors, je leur pose une question un peu pointue, comme ça. Il faut une analyse intelligente. Et il faut insister pour qu'ils répondent. Sur le principe, je pense qu'il ne faut pas démissionner. D'accord. Mais est-ce qu'il va tenir le choc ? Alors, Ferrand a l'air psychologiquement plus fort que François de Rugy. Alors, si vous étiez Ferrand avec cette force, est-ce que vous démissionneriez ou pas ? Non, parce qu'effectivement, là, c'est rentré dans un système de fou. Mais Émilie, peut-être que le choc je suis d'accord que ça a des connotations de chasse aux sorcières. Émilie Zapalski, Maurice Safran, vous laissez la réplique, s'il vous plaît. On parle quand même, depuis le début de la campagne d'Emmanuel Macron, de la moralisation de la vie publique. Moralisation. Non, mais attendez, je suis d'accord que ça a des airs de chasse aux sorcières, mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'en arriver là pour faire du nettoyage? On a quand même des affaires qui se multiplient. On voit bien qu'on a du mal à les attaquer. On a, comme vous dites, des personnalités comme Richard Ferrand qui tiennent bon, parce que c'est des gens qui sont habitués, qui sont des politiciens de longtemps. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron compte sur lui parce que c'est un des premiers fidèles de son mouvement. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme un passage qu'on est obligé de faire pour nettoyer la scène politique. On a quand même des multiplications de ci, de là, des uns des autres. Je dis pas tous pourris, je dis pas tous pourris, mais je pense qu'il y a un gros nettoyage à faire. C'est pas un passage pour nettoyer le personnel politique. C'est un passage sans doute obligatoire pour satisfaire les Français. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que dans les faits, c'est vraiment l'opinion publique qui, pour de bonnes raisons sans doute, veut se faire les politiques. Donc effectivement, ça monte. À chaque quinquennat, c'est un peu plus fort. Il suffit maintenant d'une campagne. Il y a un problème, c'est que, il y a des politiques qui mettent quand même trop longtemps à comprendre. Oui, c'est vrai. Et on a du mal à leur faire comprendre. Maintenant, si je veux dire une chose qui a l'air controversée, qui ne l'est pas, qui est complémentaire, c'est que les exigences ne cessent de monter. C'est-à-dire, je reprends l'histoire des parlementaires européens. Pendant des années, personne venait emmerder un parlementaire européen pour savoir quel travail il faisait avec ses assistants. Je prends même l'exemple de Fillon. Pendant des années, personne venait emmerder un député pour savoir s'il avait son fils, sa fille, sa cousine, sa maîtresse, que sais-je encore, comme assistant parlementaire. Donc, il y a d'une part des politiques qui ne comprennent pas, et il y a d'autre part un niveau d'exigence qui ne cesse de monter, et enfin, pas mal de juges qui se pourlaissent les babines et qui se disent, puisqu'ils font pas le travail, les politiques, on va le faire pour eux, comme nous le disait Émilie. Ouais. Et c'est ce cocktail-là qui fait que c'est sans fin. Mais et cette semaine, c'est quand même énorme. Est-ce que c'est pas une évolution de la société qui est un petit peu plus clairvoyante sur ce qui se passe, qui a envie de savoir, parce qu'en effet, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, on peut comprendre comment ça fonctionne. Et j'allais dire, ça va être de plus en plus compliqué, parce qu'on a des personnalités de la société civile qui deviennent ministres, qui deviennent députés, puis qui repartent dans la société civile, qui reprennent des activités qui peuvent être en contradiction ou problématiques par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Il y a des histoires autour de Fleur Pellerin, il y a des histoires comme ça qui se baladent. On a des personnalités politiques qui n'ont plus le même profil qu'avant. C'est-à-dire, c'est pas des politiciens pour tout leur parcours. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais celui qui a bien compris ça hier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a totalement déplacé son attaque hier. Hier, il n'explique plus que c'est un complot du gouvernement à cause de l'affaire Ferrand. Depuis hier, il explique que c'est un complot
des juges. C'est les juges qui étaient dans son collimateur hier soir. C'est les juges qui, selon lui, veulent se faire Mélenchon. Donc le problème, c'est que complot. Le problème, c'est que les gens, ils ont vu les images. La crise de et Mélenchon. Le problème, c'est que les vents soufflent à l'extrême droite, à l'ultra-droite. Ils ne soufflent pas à l'ultra-gauche. Bien sûr. Et quand vous avez des vents favorables, quoi qu'il se passe, ça va, vous êtes mis en examen, truc, machin, c'est pas grave. Et quand vous avez les vents contraires, vous prenez tout dans la figure. Ça, c'est l'immense injustice de l'influence de l'air dominant. On y revient dans quelques instants. Europe 1. Mediapolis. De 10h à 11h, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit aujourd'hui en invité Émilie Zapalski, conseil en stratégie d'entreprise, et Maurice Safran, éditorialiste politique. Il y a une chose que personne ne maîtrise, même les complotistes doivent me croire, que personne ne maîtrise, ce sont les hasards des événements qui s'entrechoquent. Et donc, si vous êtes un jour où l'attention médiatique, politique, publique devrait être portée quasi exclusivement sur un mouvement social, par exemple sur une grève massivement suivie à la RATP, mais que tombe en pleine journée, dans la matinée, que M. Balkany va en prison, eh bien, tout se concentre là-dessus et votre appel à l'extension du mouvement passe à l'as. Écoutez Philippe Martinez, victime innocente du court-circuit des événements. Moi, j'appelle résolument tout le monde. Et donc, il faut élargir même au-delà des syndicats, aux ONG, aux associations. Et puis, il faut surtout du monde. Ça fait 2 ans que c'est socialement bouillant et explosif. Quand j'évoquais une grosse colère de la part des citoyens il y a quelques mois, on me disait non, vous exagérez. On a vu ce qui se passe depuis le début de l'année avec les gilets jaunes, les gilets roses, des entreprises qui sont en grève, etc. Et ça, c'est le hasard pur, on n'y peut rien, Maurice Safran. Oui, puis c'est la machine. Alors là, la machine devient toute puissante. Le couple maudit, réseaux sociaux, information continue, ça balaie absolument tout. À la seconde où tombe la dépêche, où tombe le tribunal, la décision du tribunal, plus rien n'existe. Vous pouvez pas, il faut pas mettre exactement dans le même sac réseaux sociaux et chaînes d'infos continue. Je dis pas ça parce que je travaille pour une chaîne d'infos continue. Moi aussi. Je dis ça parce que je me suis pris toute la semaine des injures ultra-droite prétendant que j'avais dit que la mort tragique et l'assassinat ignoble du jeune Thibauty était un non-événement, alors qu'on avait dit que c'était sa nationalité qui était un non-événement. Donc la déformation, si vous voulez, et la violence de ce qu'on prend, menace de mort comprise, fait que c'est pas exactement la même chose. Sur les chaînes d'infos, j'ai pas entendu ça. C'est pas la même chose, mais c'est une double machine qui se met en route. Et alors là, tout d'un coup, Philippe Martinez, à partir de 16h hier, n'existait plus. À partir de 16h hier, ou 15h ou 14h, peu importe, oui, 14 à l'heure où c'est tombé, tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, on ne parlait plus de la grève. Et donc c'est une machine absolument terrible que personne n'est en mesure d'arrêter. Absolument personne. Mais est-ce que c'est grave, Émilie Zapalski ? Non, c'est pas grave, et surtout, moi, je me méfie pas mal de cet effet de loupe sur ce feuilleton, parce que on en a parlé des Balkany avant l'été, parce qu'on savait que ça allait tomber, justement, le procès à ce moment-là. Jusqu'à ce soir, après terminé. Voilà, on va en parler, et la parenthèse va se refermer. Alors que sur les mouvements sociaux, alors peut-être que cette grève a été sujet à concurrence sur les réseaux sociaux et sur la chaîne, peut-être qu'il y a eu de la concurrence, mais elle va continuer. Dès lundi, il y a les médecins libéraux, les avocats qui sont dans la rue. Le 21, le 24 septembre, il y a déjà des rendez-vous. C'est quand même un dossier complètement explosif, les retraites. Et pourquoi ? Parce que ça fait peur, il y a des peurs rationnelles, et puis il y a des peurs irrationnelles. Et tout le monde est concerné. Donc moi, je pense que s'il fallait parier, je pense que les mouvements sociaux, ils vont avoir plus de communication à venir. Balkany, on va l'oublier. On va reprendre le dossier en octobre quand il va y avoir réouverture de son procès et la suite. Mais on refermera. C'est des fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment. Est-ce que le gouvernement et le président de la République ont choisi la bonne stratégie pour désamorcer, prendre du temps, faire une vraie
concertation, négociation avec les partenaires sociaux, une grande concertation citoyenne, etc., etc. Alors, ce que je trouve très paradoxal, c'est au moment où on a l'impression que le gouvernement, en effet, a compris qu'il fallait quand même écouter la population après le grand débat national avant de tout décider. Et c'est au moment où il commence à avoir un petit peu des accents plus sociaux. On a parlé de services publics de l'insertion, de pauvreté. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression que ça va devenir explosif et que ce fameux mouvement social, à mon avis, il risque de prendre cette fois-ci. Sur la concertation, je trouve très étrange la méthodologie, parce qu'on a quand même eu des décisions qui étaient assez fermées, le rapport de Levoy, en juillet, et puis tout d'un coup, le gouvernement qui sent que ça c'est pas bon là, qu'il y a des mouvements sociaux qui se préparent, et qui fait une reculade, et qui en remet une couche de concertation, alors que ça fait quand même déjà 18 mois que les syndicats sont sur le dossier. Là, on se prend encore 3 mois, voire jusqu'à la fin de l'été 2020. Alors, c'est un petit peu long, et surtout pour savoir quelle décision, est-ce que ils vont vraiment prendre en compte ce qui n'a pas été le cas dans le grand débat totalement. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement est capable d'entendre ce qu'on lui dit ? Dans le grand débat, on a parlé d'injustice sociale, il a baissé les impôts pour tous. Je prends juste cet exemple. C'est pas tout à fait répondre à la demande. L'activité augmentée, c'était pas pour tous. Est-ce que ce mouvement social va être explosif ? Est-ce que le gouvernement choisit la bonne méthode pour essayer de le déminer ? Maurice Safran nous donne rapidement son point de vue dans quelques instants. Europe 1. Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi Émilie Zapalski, conseil en stratégie d'entreprise, et Maurice Safran, éditorialiste politique. Eh oui, et Maurice Safran. Alors, explosif, ça va exploser, Safran, Maurice. Pour répondre à Émilie, les mêmes qui reprochaient au gouvernement, et vous en faisiez partie, trop de verticalité, soudain, reproche au même gouvernement trop d'horizontalité et l'incapacité de décider. Okay. Donc il y a un, il y a un piège. Je vais répondre brièvement à ma question, vous ne répondez pas. Donc je recommence. Brièvement. Est-ce que ça va exploser ? Personne n'en sait rien aujourd'hui. Et est-ce que le gouvernement fait comme il faut pour essayer que ça n'explose pas ? En partie, oui, je crois. Merci d'avoir répondu, mais il faut ramer de temps en temps. Hein. Alors, pendant ce temps-là, il y a un autre endroit où les choses vont de mal en pis. C'est sur la mère de nos démocraties, la démocratie britannique. Écoutez les quelques-uns des sons étranges qu'on a pu entendre juste avant la suspension, l'incroyable suspension du Parlement britannique décidée par Boris Johnson. C'était à la Chambre des communes le lundi 9 mai et c'est un montage de Capucine Patouillet. Order! 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 Oui. Order! Order! Zen! Donc le premier, c'était le speaker, le Richard Ferrand britannique, le célèbre John Bercow. Order! C'est incroyable. Et ensuite, vous aviez les députés écossais qui se sont mis à chanter un chant écossais comme s'ils étaient dans un car autour d'un match à Édimbourg. Voilà, ça c'est l'atmosphère aujourd'hui. Au-delà de ces exemples anecdotiques mais significatifs, est-ce que vous pensez, comme moi, que l'incapacité des députés britanniques et du gouvernement à choisir et à régler cette question d'une sortie ordonnée de l'Union européenne est très nuisible, y compris chez nous, pour l'image tous les jours fragilisée de la démocratie, ou est-ce que c'est outre-Manche et ça ne nous concerne pas et ça n'a pas d'effet chez nous ? Émilie Zapalski. Alors moi, je me placerai sur un autre plan. Je me placerai au niveau européen, parce que depuis le début, dans l'Union européenne, un pays, c'est indiqué dans les statuts de l'Europe, peut sortir de l'Europe. On est dans un nœud, en effet, parce que... C'est pas tout à fait depuis le début, mais c'est depuis l'épisode Constitution et le traité de Lisbonne. Voilà, donc, mais en tout cas, c'est prévu. Voilà. Tout à fait, c'est prévu. Voilà. C'est prévu, article 50. C'est prévu, Absolument. donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et moi, j'ai l'impression, alors, mis à part la personnalité très particulière de Boris Johnson et les blocages, la confrontation en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas une opportunité, mais presque pour l'Europe, de se dire, ah oui, on l'a prévu, mais on l'avait même pas imaginé qu'un des États membres ait envie
de sortir et comment ça va se passer. Et là, ça fait quand même 3 ans qu'on patauge complètement pour savoir comment on peut faire. Oui, ça va se faire, ça doit se faire. Alors évidemment, moi je souhaite pas du tout que ça crée des difficultés, notamment avec l'Irlande, l'Irlande du Nord, parce que il y a déjà eu beaucoup de guerres civiles et ça suffit en termes d'années et de choses pas possibles, pas acceptables. Mais oui, ça doit se faire et ça nous pousse à réfléchir à comment on va envisager des relations commerciales avec un pays proche de nous qui a été partie prenante dans l'Europe mais qui ne veut plus l'être. D'accord. Ça nous fait réfléchir et ça nous fait réfléchir même plus largement à l'Europe, ce qu'elle apporte aux États membres. Maurice Safran, ça fait réfléchir Émilie Zapalski et c'est toujours intéressant quand Émilie Zapalski réfléchit, même quand elle ne répond absolument pas à ma question. Alors je vous la pose à vous. Est-ce que vous pensez que les dérèglements de la démocratie britannique ont également des effets néfastes chez nous, en France ? Oui, sans aucun doute, parce qu'on parle... alors là, c'est également un sujet français et européen. C'est-à-dire, d'abord, on n'est pas obligé de... Les pays qui restent, mécaniquement, ne doivent pas céder à toutes les folies du pays qui veut sortir. Il y a une discussion, il y a une négociation, etc. Non, ça, oui, ils peuvent sortir, pas à n'importe quelle condition. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, effectivement, il y a toute une partie des Français qui votent pour les populistes, qui sont pour une forme de rupture avec l'Europe telle qu'elle se fait, et effectivement, ça leur donne du grain à moudre. Mais le rôle des autres pays européens n'est pas de céder à n'importe quelle divagation, serait-elle britannique. Alors, la démocratie sauvée ou abîmée par les juges, la démocratie malmenée dans sa pratique au Royaume-Uni. Il y a un autre pays où une question se pose sur une des choses les plus importantes dans une démocratie, qui est le choix du chef, du leader, de celui qui va nous gouverner. Aux États-Unis d'Amérique, on en parle dans un instant. Maurice Safran, éditorialiste politique, et Émilie Zapalski, conseil en stratégie d'entreprise, sont vos invités ce matin. Olivier Duhamel dans Mediapolis. L'année prochaine va être choisi le candidat démocrate contre Donald Trump. Donald Trump sera très possiblement réélu, très possiblement pas. Ce qui est intéressant, c'est le processus de sélection du candidat. Et Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, qui surveille pour nous les médias internationaux, m'a signalé dans Brookings un texte de Elaine Kamar, qui est senior fellow à la Brookings, sur les débats qui ont lieu, puisqu'il y a eu un troisième débat entre les candidats qui a été mercredi soir, et il y en aura encore une bonne dizaine, voire plus. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chronique ? Que les 2 derniers débats comptaient un grand nombre de prétendants, que cette fois-ci, les candidats ont été triés sur le volet. Nous aurons la moitié moins de candidats au débat, donc nous avons eu la moitié moins, seulement 10. Le processus du Comité national démocrate pour restreindre le nombre des candidats a suscité de nombreuses critiques, principalement évidemment de la part des 10 exclus, qui étaient furieux. Or, ça a été un processus tout à fait juste, ouvert, transparent, avec des critères très précis de niveau de somme atteint par les donateurs d'un côté et de pourcentage d'intention de voix dans plusieurs sondages fiables supérieurs à 1% de l'autre. Mais, poursuit la chronique d'Elaine Kamar, en vertu des règles actuelles, si les candidats doivent montrer un nombre substantiel de donateurs et un certain soutien public, ils n'ont pas à montrer s'ils sont capables de faire le travail pour lequel ils aspirent, président des États-Unis. Alors qu'avant, il y avait une sélection, avant les primaires, qui prenait ça en compte. Et à l'époque, le politologue Nelson Paulsby, cité dans cette chronique, définissait les besoins de qualité du travail présidentiel: intelligence, sobriété du jugement, flexibilité intellectuelle, capacité à bien travailler avec les autres, volonté d'apprendre de l'expérience, connaissance personnelle détaillée du gouvernement, et autant de qualités que n'a pas forcément le président actuel. Et donc, elle conclut, même si le système de nomination moderne attire toujours des personnes sérieuses qui ont la capacité de gouverner, il a également attiré une star de la télé-réalité, un entrepreneur dans la pizza, un neurochirurgien de talent, l'une des rares femmes chefs d'entreprise de premier plan et le fondateur d'un hedge fund. Toutes ces personnes sont accomplies, mais comment leur réalisation se traduirait-elle dans le secteur public ? Voilà une critique d'une des
déviance peut-être de nos démocraties par le phénomène des primaires. C'est votre avis, Maurice Safran ? Oui, mais ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur qui fait de la politique et qui a le droit de faire de la politique. Selon les critères définis par notre ami politologue, c'est un métier pour les professionnels de la politique qui savent gérer une ville, un État, etc. Effectivement, on est rentré dans une période et un temps radicalement différents. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il y a des personnages hors politique qui prennent une place et qui s'imposent dans la politique. Donc maintenant, chez les Américains, ce qui est très spectaculaire, c'est que généralement, soit chez les Républicains, soit chez les démocrates, très vite, il y a une personnalité qui sort, qui souvent était inconnue du grand public. Cette fois-ci, Clinton, Obama. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Donc attendez, c'est un peu tôt. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas à ce stade-là, Obama n'était absolument pas sorti face à Clinton. Donc il avait 28 points de retard, je crois. Est-ce qu'il y a une personnalité qui va sortir chez les démocrates ? C'est toute la question. Mais effectivement, la professionnalisation de ce métier, c'est une vraie question. C'est d'ailleurs ce qui est, pour moi, le plus intéressant dans la phase qui vient maintenant sur les élections américaines, c'est est-ce que Biden va rester jusqu'au bout le favori parce qu'au départ, c'était le plus connu, l'expérimenté, etc. Ou est-ce que va surgir quelqu'un qui va le marginaliser ? Ça, on ne sait pas, mais c'est un des vrais suspens. Vous avez un avis sur ce type de sélection ? Pour moi, Trump, il a complètement court-circuité justement toutes ces caractéristiques parce que c'est vraiment l'exemple même de ça. C'est-à-dire quand vous avez cité intelligence, sobriété, travailler avec les autres, il n'a rien. Donc, il est vraiment la starification, quoi, le symbole même de la starification du personnage politique public. On a un peu ça avec Emmanuel Macron qui est arrivé comme ça très rapidement, jeune, beau, intelligent, rapide, et puis bon, après, peut-être qu'on n'a pas la même façon de gouverner et d'envisager les personnes qui nous gouvernent. On a vu manque d'empathie, manque de réflexion vis-à-vis de ce que veut la population. Mais là, pour Trump, c'est quand même intéressant de voir ça. Moi, j'ai quand même des doutes sur l'idée, contrairement à vous, Olivier, qu'il y a un démocrate, il y a une personnalité qui soit à la hauteur de ça. Après, ce qui peut compter, c'est les résultats. C'est quand même Trump, il fait des coups. Il fait des coups qui sont très visibles, hein. On l'a vu avec la Corée, on l'a vu avec Israël, mais quels sont les résultats derrière ? Et peut-être quand même, j'espère que les Américains essaieront de gratter ça, c'est-à-dire, au-delà des coups, est-ce que les coups sont réussis ? Est-ce que derrière, il y a des résultats économiques ? Parce que c'est pas forcément le cas à l'heure actuelle aux États-Unis. Ça commence un petit peu à battre de l'aile, hein, sur le plan économique. Donc, moi, j'espère qu'on aura un petit peu de raison. Et enfin, si on veut mettre un point commun entre ce qui se passe au Royaume-Uni et ce qui se passe aux États-Unis pour conclure, ils ont quand même des sacrés bons conseillers de communication. Et il y a une vraie similitude dans les slogans. Parce que le slogan américain maintenant de Trump, c'est « Keep America Great Again ». Et avant, c'était « Make America Great Again ». Et pour le Brexit, c'était justement... à la seconde, je ne le retrouve pas, mais de mémoire, c'était recouvrons la grandeur du Royaume-Uni. Donc c'est à la fois un grand slogan et nationaliste et de retour à une époque où nous étions grands, nous étions beaux, nous étions généreux, nous dominions le monde. Eh bien, pendant ce temps-là, il y a d'autres débats qu'on n'a pas évoqués, et notamment le débat assez virulent en début de semaine sur comment lutter contre l'homophobie dans le football. Et alors, dans ces cas-là, évidemment, il y a quelqu'un qui nous sauve, c'est Jean-Luc Arblade, parce qu'il trouve une chanson liée à un thème qu'on aurait pu traiter, qui est une chanson pas énormément connue de Claude Nougaro, même pas connue, on peut dire, qui date de 1997 et qui s'appelle « Allez les Verts ». Claude Nougaro, « Allez les Verts » 1997, et ça se termine, le football a des effets pervers, manque de bol, allez les Verts. On peut écouter cette émission, on doit faire écouter en tout cas cette émission en podcast sur europe1.fr. Et puis nous on se retrouve bien entendu samedi prochain où Catherine Neve va nous rejoindre pour chaque samedi. Et en attendant, salut Laurent. Oui, la table des bons vivants qui s'intéresse aujourd'hui au vignoble français. Bonjour Laurent. Merci Olivier, bonjour Justine. Ça ne vous a pas échappé, hein, les vendanges ont commencé, alors on vous emmène faire un tour dans le Beaujolais. C'est aussi la saison des mûres, des quetches, des mirabelles. Alors Christine Ferber fera de nous des pros de la confiture et puis nous recevrons Pierre Arditi autour d'un plat canaille. Voilà, vous savez tout, on vous attend. À tout de suite Justine. À tout de suite Laurent.